toi? Super. T'as déjà entendu l'expression un con qui marche, ça va plus loin que deux intellos assis? Non, jamais. Tu Tu connaissais l'as pas cette inventé expression? ou... Non, non, tu Non, l'as non, non, inventé ou c'est une non, vraie expression? Ok. c'est une vraie expression connue, réutilisée à tout va. Et il y a quelques années, quand j'étais dans une startup, quand je bossais dans une startup à Paris, on m'a envoyé une fable que je trouve absolument magnifique et qui résume bien une forme, enfin une impression et une intuition que j'ai par rapport à certains tafs, à certains boulots, à certaines industries. Et je voulais te la raconter, je pense que l'audience ne la connaît pas, ça s'appelle La revanche du rameur. C'est très rapide, tu vas voir. C'est l'histoire de deux universités qui s'affrontent pardon, dans une course en aviron. Et ça fait 2 années de suite que l'université A perd contre l'université B. Alors le doyen de l'université A dit, bon, allez, cette année, c'est pour nous. On va réorganiser toute la partie course aviron pour la remporter. Et pour ça, on va appliquer les techniques modernes de managériales. Vous allez voir, cette année, c'est la bonne. Alors du coup, il embauche les copains du cabinet de consulting, je sais pas moi, on pourrait l'appeler cabinet de consulting BS au hasard. Et du coup, les copains qui sont plus d'anciens élèves viennent et donnent leurs avis, etc. Bref, ils se lancent dans la première course contre l'université B et ils se donnent à fond, tout le monde se donne à fond, etc. Et finalement, l'université A perd encore, mais de 1 kilomètre. Et du coup, réunion de crise, ils se mettent tous ensemble autour d'une table et disent, bon, allez, pourquoi est-ce que cette fois-ci, on a merdé? Et puis, il y en a un qui dit, bon, bah, c'est parce que dans l'autre équipe, il y a 8 rameurs et un barreur. Et chez nous, il y a 3 rameurs, un barreur, et le reste, c'est des profils managériaux qui sont là pour donner les ordres, etc. Bref, ils disent, oh merde, voilà, on va pas se foirer, la prochaine fois, c'est pour nous. Et du coup, là, ils décident de mettre en place toute une nouvelle stratégie absolument géniale où, en gros, il est question de synergie, de documents de procédure, de suivi. Tous les 20 coups de rame, maintenant, il va falloir remettre un rapport pour savoir comment ça s'est passé. Et donc, en gros, les mecs sont là, ils sont chauds. Ils se disent, voilà, finalement, il n'y a plus qu'un rameur, il n'y a plus qu'un barreur, et le reste, c'est tous des managers d'aviron, des directeurs adjoints de l'aviron, etc., etc. Troisième course arrive, et cette fois-ci, ils perdent de 3 kilomètres face à l'université B. Et du coup, bah, il s'agit de faire un choix. Est-ce qu'on continue l'aventure ou est-ce qu'on arrête? Et la conséquence logique et courageuse qui est prise par l'université A, c'est de dire on arrête, on renvoie le rameur parce qu'il n'a pas atteint ses objectifs, c'est-à-dire l'objectif de battre l'université B. Et pour fêter tout ça et pour clore tout ça, vu qu'il n'y aura plus de dépenses pour les courses d'aviron dans les années à venir et qu'en plus ils ont revendu le bateau, le doyen se fait refaire son bureau et les managers du cabinet de consulting s'offrent une prime exceptionnelle de fin de mission. Et c'est la fin de la fable. Je trouve absolument ça génial parce Une que vraie je me histoire, en suis... fait? C'est quoi? Elle sort Non, d'où c'est une cette fable? fable. C'est une fable Ok, qui a été... ok. Je pense que c'est une fable d'ailleurs qui a été écrite par quelqu'un dans une université française euh, qui en fait retrace tous les, tous les travers propres à certains systèmes de fonctionnement managériaux euh, et enfin qui sont pas inhérents à ces systèmes, mais qui en sont parfois en gros les conséquences malheureuses quoi. C'est-à-dire rajouter des couches, mettre des tas de managers entre la source d'information et le destinataire de l'information, euh, et, euh, et penser que parfois c'est le processus et les process en interne qui sont euh, ben, créateurs de valeur, tu vois, alors que c'est pas toujours le cas. Enfin, c'est même rarement le cas d'ailleurs. Et donc voilà, je trouve que cette fable était absolument extraordinaire. Et je te l'enverrai, je la mettrai aussi dans le lien de la vidéo parce qu'il faut la lire. Elle est toute petite. Je ne sais pas si je l'ai bien jouée. En gros, c'est juste ça souligne le ridicule de toute cette situation. Et voilà. Je sais pas ce que t'en Non, penses. non, Toi, non, non. t'as déjà eu un manager, toi, dans ta vie? Ou t'as Euh, déjà managé des gens? non, j'ai jamais managé, jamais eu de manager. Euh, j'ai eu la chance d'être dans des structures où il y avait pas d'avoir de manager et où ça faisait pas sens. Et donc, non, j'ai jamais managé, jamais eu de manager. Et peut-être un jour viendra, mais j'espère que non.
Et en tout cas, j'espère que si je rejoins une boîte prochainement, dans le futur, que ce soit une structure où tu sois assez libre et que tu n'aies pas besoin de manager. Après, moi, j'ai un ami qui a rejoint une boîte récemment. C'est une grosse fintech qui est plutôt grosse, plutôt assez en hyper croissance et où il y a un vrai système managériel. Et en fait, il, euh, il m'a dit, en fait, mon manager est brillant, il est 1000 fois plus brillant que moi. Et, euh, et en fait, c'est devenu un peu mon idole. Et tous les matins, je suis heureux d'aller au taf parce qu'en fait, ben, mon manager, c'est devenu un peu mon idole dans cette industrie-là, dans ce domaine-là, dans mon métier. Et en fait, il en apprend énormément de son manager, tu vois. Et la boîte a l'air de performer plutôt bien. Lui, il a l'air plutôt bien de performer. Donc, je sais pas si c'est. Je sais Non, pas. mais bien sûr. En fait, ce qui est très difficile dans ce monde, en tout cas pour les profils comme les miens, c'est de ne pas tirer des grandes lois générales à partir d'événements ridicules isolés, tu vois. Alors la question c'est, sont-ils isolés ou pas ces événements ridicules comme ceux que j'ai pu décrire dans la Mhm. fable? Je n'en suis pas sûr. Je pense que ça dépend vachement de l'industrie, que ça dépend vachement de la taille de la boîte. En effet, quand on est moins de 50, bah, c'est plus facile de ne pas tomber dans ces travers-là. Quand on est plus de 50, je pense que ça devient compliqué. Euh, mais oui, moi, j'ai jamais eu un manager que j'ai déjà travaillé en manageant et en étant managé. J'étais l'espèce d'échelon intermédiaire. Et quand je dis manager, c'était pas du micromanagement comme on peut imaginer. Tu vois, c'était genre un peu comme tu l'as dit, relativement tranquille. Euh, mais, euh, mais non, c'est un truc qui me fait vite peur, moi, ces relations. Mais du coup, je voulais dire, j'ai jamais vraiment admiré quelqu'un, et donc je ne sais pas ce que c'est de travailler pour quelqu'un que tu admires. Mhm. C'est pas comme si j'avais travaillé pour Elon Musk ou Balaji, tu vois. En Et parlant de Balaji. en parlant de Balaji, t'as un truc à dire? Parce que moi, j'ai un truc à dire sur Balaji après, hein, mais vas-y. Ah, moi aussi, je voulais parler d'un truc de Balaji aussi. Peut-être Ah, on va parler de la même chose, je sais pas. ce serait énorme. Vas-y, c'était quoi, Mais toi? en gros, on est en train de tous les deux d'écouter un podcast en parallèle. Enfin, je crois que tu l'as déjà terminé, toi, je suis pas sûr, mais moi, je l'ai pas Ouais. encore terminé. Où il y a Balaji qui a interviewé, parce que récemment, Balaji a fait beaucoup de bruit sur la twittosphère avec ses idéologies et ce qu'il a créé aussi récemment, la boîte qu'il a créée récemment. Et, 1729, ouais. ouais, 1729. Et moi, je voulais un peu parler de 1729, mais sans. Ok, là, ok, c'est la même. Mais j'ai pas de. Parlons-en. Par contre, tu as certainement plus d'infos que moi, parce Non, que moi, en fait, j'ai pas encore. Alors, déjà, est-ce que tu peux me dire qui est Balaji et pourquoi il est plutôt connu pour le moment? Alors, il a un gros background, il a un gros bagage, mais pour le moment, il fait beaucoup de bruit dans le domaine de la tech. Est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi? alors, Balaji, je pense qu'on en a déjà parlé brièvement dans le podcast, c'est un entrepreneur issu du monde académique aux États-Unis qui a lancé dans les années 2010 une boîte dans la génomique. Il a revendu pour 200 millions de dollars, un peu plus de 200 millions de dollars. Ensuite, il a rejoint plein d'initiatives, notamment il a été le créateur de Earn.com, qui était un projet par rapport aux crypto qui a été racheté par Coinbase. Et à ce moment-là, il est devenu le CTO de Coinbase pendant quelques temps. Euh, et c'est un grand investisseur qui investit sur des thèses qui paraissent complètement irréalistes pour la plupart des gens et qui, en fait, s'avèrent vraies la plupart du temps. En tout cas, c'est peut-être un biais, mais il y a beaucoup de choses qu'il a dit qui se sont réalisées. Et typiquement, c'est le type qu'on voit dans une conférence à Stanford, je pense, en janvier 2019, arriver avec son masque et ses gants et dire, les gars, cette histoire de virus en Chine, moi, je Ouais, n'ai pas janvier confiance, 2020, je ne quoi. crois pas. Ouais. Ouais. C'était pas 2019? Non, non, mais non, le Covid, c'était en 2020. Et en fait, il a fait ça avant qu'il y Ah, ait tous les lockdowns et les alertes publiques. Quand encore aux États-Unis, on parlait pas du tout du Covid, quoi. Mais c'était en décembre 2019 ou en janvier 2020. Ouais. ouais, ah oui, ok, pardon, oui, t'as raison. Ces 2 années sont tellement passées bizarrement que je les confonds. Et du coup, il est connu aussi parce qu'il fait des grands tests sur la crypto, sur le nomadisme, sur le crypto-nomadisme, euh, sur, euh,
sur les cloud cities. Je ne sais pas si c'était déjà arrivé en ce moment-là dans le podcast, Non, où pas il encore. explique en gros que finalement, et je me suis dit c'est tellement vrai, tu es plus proche de quelqu'un que tu connais sur Internet aujourd'hui. Par exemple, nous deux, on a des potes sur Internet qu'on n'a jamais vus en vrai, et que peut-être qu'on verra d'ailleurs jamais en vrai, et qui sont parfois à 2000, 3000, 10 000 km de chez nous. Et finalement, tu connais pas le mec qui habite en dessous de chez toi dans ton immeuble. Et donc, une de ces grandes théories, c'est de dire on a une communauté de codes sociaux en commun avec des gens qu'on ne fréquente pas géographiquement, mais qui sont proches de nous d'un point de vue culturel. Tandis que les gens qui sont géographiquement proches de nous, bah, la plupart du temps, on est incapable de les reconnaître même quand on les croise dans les couloirs. On ne sait pas dire. Il n'y a peut-être pas énormément de communauté de pensée. Et donc, là-dessus, il en arrive à dire, en fait, finalement, peut-être qu'un jour, on aura des États qui seront transnationaux. Il appelle ça des cloud states, des cloud cities. Et finalement, tu vois, ce sera un État qui sera composé de plein de points dans le monde, qui sont les gens qui ont une communauté de pensée, par exemple, être technophile, etc. Lui, c'est un gros transhumaniste. Euh, et d'ailleurs, c'est peut-être là où le bas blesse vis-à-vis de moi. Mais donc voilà, c'est super intéressant de l'écouter parler. Et je ne sais pas si tu veux parler de 1729. Ouais, grave. Et du coup, il a lancé une nouvelle initiative récemment de 1729. Et bah, du coup, vas-y, dis-nous, c'est quoi 1729? Moi, j'ai compris ce que c'était. J'ai pas écouté encore l'entièreté du podcast, donc peut-être qu'après, il donne plus de détails sur qu'est-ce qu'il a envie d'en faire. Parce que 1729, c'est génial, tu vas nous en parler, mais je me pose la question de qu'est-ce qu'il va en faire de ça. Il n'y a pas de chiffres non plus. J'ai pas l'impression de j'ai regardé, j'ai pas trouvé des chiffres sur 1729. Quand on dit 1729, c'est littéralement 1729.com, donc les Ouais. chiffres, quoi, 1729.com, vous irez voir. Et vas-y, dis-nous un peu ce que c'est, pourquoi du comment, et est-ce que tu as des infos un peu plus précises ou plus de détails sur ça? Alors 1729, c'est un clin d'œil au mathématicien, physicien Ramanujan, c'est le fameux, je pense que c'est le mathématicien slash physicien indien qui s'est auto-formé sur la physique et les maths à partir d'un bouquin qu'il a trouvé et qui a répondu, je ne sais plus comment ça se fait, mais en gros, il y a un film là-dessus, il y a une histoire, c'est une histoire vraie. Euh, un physicien hyper connu en Angleterre a fait le voyage pour aller le voir parce que c'était un génie, il l'a ramené en Angleterre pour le faire bosser à l'université d'Oxford, je pense. Euh, et donc 1729, c'est le numéro de taxi dans lequel le prof est allé chercher son futur élève. Et en fait, c'est un chiffre, enfin c'est un nombre qui a des particularités bien particulières. Et du coup, 1729.com, c'est quoi? C'est la newsletter qui te paye. C'est comme ça qu'ils le brandent. Donc, tu rejoins une newsletter et chaque jour, chaque semaine, chaque mois, tu as des défis qui te sont lancés, qui sont un petit peu en rapport qui n'ont pas forcément un objectif bien concret. Enfin, tu vois, c'est pas genre on va t'apprendre à coder. On te donne un défi, peu importe lequel c'est. Si tu arrives à prouver que tu l'as fait et que tu l'as réalisé, par exemple en mettant un lien vers un dépôt GitHub, en envoyant une photo de toi, en train de faire un exercice bien particulier, eh ben, tu peux recevoir de l'argent en échange. En général, tu es payé en crypto. Euh, D'ailleurs, tu es tout le temps payé en crypto. Je pense qu'il met ETH ou Bitcoin. Bitcoin. Ouais. Ouais. Et typiquement, le dernier défi que j'ai vu passer dans ma boîte mail, moi, c'était fais un peu de l'exercice physique aujourd'hui, prouve-le en mettant une photo de toi en train de faire de l'exercice, plus, je sais pas moi, un screenshot enfin, une photo de ton Apple Watch ou un screenshot de ton Nike Pro Runner, et tu nous l'envoies. Si tu fais partie du top 100 des gens qui ont fait les meilleures performances aujourd'hui en termes de rythme cardiaque ou je sais pas quoi, eh ben, on va t'envoyer $100 en BTC. Et en fait, c'est un truc qui apparemment a l'air de prendre blindé. Moi, je vois des fois les résultats. Enfin, je sais pas, j'ai eu une espèce d'excerpt de tous les gens qui avaient envoyé des photos. Je pense que c'était sur Twitter d'ailleurs que j'ai vu ça. Donc, ça a l'air de prendre. J'ai pas non plus accès à des chiffres énormes. Et son objectif sur le long terme, en fait, c'est de disrupter. Alors, ça, c'est vraiment le très long terme, ça va paraître un peu fou. C'est de disrupter Harvard et toutes les grandes écoles pour, euh, pour que les gens, en montrant leur backlog de ce qu'ils ont pu faire dans le passé, donc typiquement, bah, tu as un défi, tu dois créer un domaine name, tu dois acheter un domaine name et le hoster, tu dois résoudre une équation, tu dois, je sais pas moi,
une preuve d'exercice physique, etc., en fait, ça se met dans un backlog qui est lié à ton profil anonyme. Et avec ce backlog-là, un jour, tu pourras te connecter sur le site, par exemple, de facebook.com et vraiment contribuer au projet facebook.com ou l'équivalent de facebook.com C'est dans ça, 15-20 ans. c'est en gros ce qu'il dit, si j'ai bien compris, c'est que les credentials universitaires, donc en gros ton diplôme de fin d'année d'université, il vaut pas grand-chose. En gros, il veut dire quoi? Il veut dire que tu as passé des examens et que le professeur a validé que tu avais plus de 50% à ton examen. Et qu'en réalité, ce qui compte vraiment, c'est est-ce que tu as fait des choses, est-ce que tu as la preuve que tu as fait ces choses-là. Et du coup, c'est ce qu'essaie de faire cette plateforme, c'est de te donner des mini-challenges. Les challenges sont vraiment tout petits. D'ailleurs, le tout premier challenge, c'est lance ta newsletter. J'avais vu ça, c'était la première annonce. On lance une newsletter, on vous paye pour faire des challenges. Et votre premier challenge, c'est de lancer votre propre newsletter. Et donc, il te donne un guide. Il te dit, ah, tu fais ça, tu vas sur. C'est quoi? Ils utilisent Ghost. Ghost. Ghost, Ouais. ouais. Tu vas sur Ghost, tu crées ta newsletter et tu écris ton premier article sur peu importe le sujet. Tu nous screens tout ça, tu nous l'envoies et on te paye. Après, il y avait apprendre c'est quoi la data science. Donc, il te renvoie sur un site qui est partenaire. Il fait enfin un petit exercice de 30 minutes maximum qui te donne les bases de la data science. La même chose pour apprendre à coder en Solidity pour faire des smart contracts sur la blockchain Ethereum, etc., etc. Et en gros, il dit, bah, voilà, votre futur CV, ça va être des preuves que vous avez fait des choses. Et on commence par ça, par des mini-tasks. Et peut-être que demain, ce ne sera plus des mini-tasks, mais ce sera monte une boîte de A à Z et fais 10 millions. Prouve-nous tout ça. Et on-chain, on aura prouvé que tu auras fait 10 millions avec une boîte. Et en gros, tu seras. On aura cette preuve-là. Soit. Et non, c'est assez ouf ce qu'il fait. Et est-ce que tu as déjà fait un challenge? Parce que je sais que n'importe qui peut lancer un challenge. Donc, tu peux Ça, je ne savais apply pas. pour lancer un challenge. Il y a deux façons. Donc, tu apply, tu dis, voilà, nous, demain, on fait un podcast. On a envie d'inciter notre audience à faire un podcast. Notre audience à faire un spot, à faire un podcast. On pourrait créer un challenge sur la plateforme et dire, le challenge, c'est que tu gagnes 100 dollars en Bitcoin si tu fais un premier épisode d'un podcast, peu importe le sujet. Les 1000 premières personnes à lancer un podcast auront un reward. D'ailleurs, ça me donne... on va faire ça, je pense. Genre, après le podcast, on verra, mais pourquoi pas lancer un challenge sur la plateforme. Et alors, il y a deux façons. Il y a soit tu dis que c'est toi qui finances ça. Donc, par exemple, j'ai dit 1000 personnes qui font un épisode, leur premier épisode de podcast, et c'est 100 dollars par personne. Ça fait quoi? Ça fait 100 000 dollars, c'est ça? 1000 fois 100, ouais, 100 000 dollars. Ouais, 100 000 dollars. Et donc, si on a, nous, 100 000 dollars en Bitcoin, ben, on peut autofinancer ça. Mais si on ne les a pas, on peut demander à la communauté 1723, c'est ça, ouais, 29, 29. 29, pardon, 1729, de financer notre challenge. Et donc, ça va passer à travers un validateur où les gens vont dire, OK, c'est bon, je valide, et moi, je suis prêt aussi à financer le challenge. Et donc, vu qu'on n'a pas les 100 000, parce qu'on ne va certainement pas les financer nous-mêmes, on va voir si ça passe. Ce serait génial en vrai d'ouvrir une task et de proposer de lancer un podcast, peu importe le sujet, un seul épisode. Ils ont fait la même chose avec une newsletter, donc je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire la même chose sur un podcast. Ouais, ça peut être intéressant à diguer, ça. Enfin, Et tu me repitcheras ça, ouais. mais t'es déjà arrivé au moment dans le podcast où ils disent, ouais, on sera complètement agnostique sur la provenance de vos compétences, que ce soit un diplôme, que ce soit quelque chose que vous êtes enseigné vous-même, etc. On s'en fout complètement. Par contre, si vous avez tous les badges nécessaires sur votre profil, entre guillemets, badge data science, badge, je sais pas moi, Python, etc., eh ben, vous serez automatiquement matché avec des tasks et c'est ça qui vous permettra dans le futur de gagner votre vie, pas forcément d'avoir un salaire fixe et un CDI sur 20 ans. Cette partie-là me faisait un petit peu peur, mais j'ai directement compris que c'était aussi complètement révolutionnaire, quoi. Je sais pas si toi ça te parle ou Non, pas, ce genre je de... suis pas toujours à cette étape-là, mais pour moi, là, ce que tu me dis là, c'est une espèce de work. C'est-à-dire que j'ai mes compétences qui sont listées, j'ai des tags avec toutes mes compétences techniques, et du coup, je reçois des requêtes de tâches, et si je les accomplis, je suis payé pour. Exact. Ok. Mais Upwork, mais un peu plus, pas rationnel, mais objectif peut-être. Je sais pas comment il fera pour les tâches plus artistiques, mais enfin, bon, c'était intéressant. Et moi, si je voulais parler de Balaji aujourd'hui, c'était pour vite fait mentionner 1629, donc ça tombe bien.
C'était aussi pour, vite fait, te parler d'un autre truc. Ah merde, on a été coupé? Non, c'est bon? Non, non, je t'entends, c'est juste que tu frises un peu, mais c'est pas grave. Enfin, Ok, pas l'audio. L'audio ne frise pas, c'est la vidéo. Très casse, ok, vas-y. C'est pas grave. d'accord. Du L'audio est coup, parfaite. du coup je voulais te parler de Balaji pour te mentionner vite fait 1729, mais pas seulement ça. Dans le podcast et dans toutes ses théories, quand il écrit sur Internet, etc., c'est un des sujets qui est assez récurrent chez lui, c'est de dire la tech avant 2012, c'était principalement on construit des pipelines, on construit l'infrastructure pour que les médias, donc l'information, puisse circuler plus rapidement. Mais on n'est pas du tout en contrôle de l'information. On est juste finalement enabler de l'information. Et selon lui, c'était une erreur stratégique majeure de faire ça, puisque en gros, d'un point de vue rapport de pouvoir jusqu'à la réélection pour le deuxième mandat d'Obama, la tech et les médias étaient dans le même camp. Puis ensuite, les médias se sont rendus compte que la tech prenait un peu trop de place d'un point de vue pouvoir. Et du coup, il y a eu un backlash et c'est là où il y a eu toutes les histoires dégueulasses sur les techs, genre les tech bros, ces salopards qui font que coder, qui font que pisser du code et qui chient des millions, tu vois. Ce genre de truc, tu vois, Ouais, c'est une forme de storytelling qui a été très rapidement répandue dans la presse classique, traditionnelle. ouais. Et du coup, il dit ça, c'était une erreur fondamentale. Et du coup, je pense que ce serait hyper important pour nous, les techs, de créer notre média, nos médias à nous. Et donc d'avoir notre information qui circule pour ne pas que nous soyons les bad guys dans l'histoire des autres, mais que nous puissions aussi nous défendre, tu vois, quand on le veut. Mhm. Et je trouvais ça marrant. Et puis je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui comme médias qui se rapprochent un peu de ça, tu vois? Ou des médias en tout cas qui sont principalement ownés par des techs et qui racontent des histoires de tech. Tech au sens large du thème. Et je voulais te parler du coup, il y en a un que je veux vite mentionner, on en a déjà parlé dans un podcast qui s'appelle Rect.news, que je trouve absolument génialissime de ce point de vue-là. Ouais. Donc, Rect.news, c'est le Hacker News like, mais pour la défi, on en a déjà brièvement parlé. C'est du journalisme d'investigation sur des protocoles défi ou sur des histoires dans la défi. Et Rect, c'est un terme pour dire qu'on a été liquidé dans un mauvais bail. Euh, et donc, c'est un petit clin d'œil par rapport à Tu te ça. fais défoncer, quoi. Quand tu dis que tu Ouais, t'es fait rect, c'est que tu t'es fait défoncer tu as et t'as perdu perdu, ton quoi. argent. Ouais. C'est ça. Et par contre, j'ai une question, je me suis demandé, peut-être que toi tu sais, vu que tu connais un peu plus enfin, l'écosystème que moi de ce point de vue-là, j'ai pas trouvé de moyen de submit une histoire. Genre, je suis allé me Non, balader tout à l'heure sur le site. tu dois être un contributeur. En fait, à la base, Rect, c'était un groupe Telegram où il y avait Julien Bouteloup, Bouteloup, je crois ouais. que c'est ça son nom, et des potes à lui de Twitter qui sont en fait des gens dans la crypto, dans la DeFi. Il y a des gens très techniques et il y a des gens non techniques. Et en fait, ensuite, n'importe qui pouvait rejoindre ce groupe et proposer d'écrire quelque chose en lien avec une actualité récente qui s'est passée. Le but de Rect, c'est quand même d'exposer les failles du système de la DeFi. Ils sont pas genre ils vont pas t'écrire un super article hyper optimiste sur quelque chose, quoique. Mais en tout cas, dès qu'il y a un grand changement dans la DeFi, ce qui en fait se passe toutes les semaines il y a un truc, toutes les semaines il y a un broker qui se fait qui scam, toutes les semaines il y a une nouvelle vague, genre pour le moment, la nouvelle vague, c'est les sidechains. Donc, en gros, c'est des blockchains annexes qui viennent se plugger à Ethereum et qui essaient de concurrencer Ethereum. Bah là, par exemple, ils en ont fait un article, c'est quoi les sidechains et quel est l'avenir des sidechains, avec un œil toujours critique, mais en essayant d'être toujours le plus objectif possible. Et donc, non, tu peux pas. Enfin, je pense pas que tu puisses comme ça submit quelque part. Je pense qu'il faut que tu rejoignes leur communauté et que tu leur demandes, tu leur dis, bah, il y a un sujet là qui vient de sortir, j'aimerais écrire un papier, est-ce que je peux le faire? Et, euh, Donc il y a et une forme voilà. de curation en amont, quoi. Ouais, je pense pas que n'importe qui puisse écrire. Il faut quand même leur. Je suppose qu'ils doivent avoir une espèce de comité ou je sais pas quoi. Il doit être une dizaine où ils disent, OK, ça paraît bien, on le fait passer, quoi. Mais essaye, Hmm. si tu veux écrire un truc, essaye. Mais par contre, c'est vachement technique et c'est très. Non, C'est c'était pas, vraiment. c'est plus pour expliquer le process aux gens et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas moyen en fait. Du coup, j'ai rejoint les deux Telegram aussi. Il y en a un français d'ailleurs. Et mais du coup, voilà, c'était juste pour expliquer comment, ouais, voilà, il suffit de se connecter.
Et puis, voilà le process d'application, parce que je me suis dit que c'était forcément décentralisé, donc du coup, en fait, ça allait pas du tout. Mais intéressant quand même. Je pense qu'ils ont fait, pour le moment, ils ont sorti que des trucs intéressants. Et le dernier média dont je voulais te parler, parce que finalement, Rect, c'était une parenthèse, je pense qu'ils sont sur le meilleur modèle. Si un jour ils arrivent à le monétiser en plus, c'est encore mieux. Il y a Every.to. On en a tous les deux entendu parler. C'est des mecs qui, à la base, enfin des écrivains sur des sujets tech ou sur des sujets Ah oui. d'économie, etc., qui se Ouais, sont bundle ensemble et qui ont, je pense qu'ils étaient tous à la base sur Substack. Substack, c'est une ouais, plateforme qui te tous. permet d'écrire une newsletter et de l'envoyer à tes clients, enfin à tes lecteurs, et en plus de te faire payer. Donc, en gros, c'est la plateforme sur laquelle tu pouvais monétiser ton audience et ta newsletter. Et ils ont tous quitté Substack pour faire un espèce de bundle beaucoup plus générique, chacun sur leurs compétences bien particulières, sur leur sujet de prédilection particulier, et le vendre, je pense que c'est $20 par mois ou $200 par an. Euh, et en fait, une fois que tu as subscribe, enfin que tu t'abonnes au bundle, et ben, tu reçois tout ce que tu veux recevoir. Et c'est écrit par par le top level sur les sujets bien précis qu'ils abordent, quoi. Et moi, je me suis jamais abonné. Je pense que j'ai même lu que 2 ou 3 articles en entier dans la version free, qui arrive quand même dans ta boîte mail. Mais autrement, j'ai beaucoup de mal et je m'en suis voulu. Je me suis demandé comment toi, si toi, tu avais un process particulier ou si tu avais un avis là-dessus, mais j'ai beaucoup de Non, mal à lire un très. article Ouais. de haut en bas et de le finir et d'avoir compris, d'avoir retenu quelque chose et que ce soit quelque part activable. Non, non, Surtout quand clairement. En c'est du fait, contenu aussi condensé, tu vois. ouais, 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 non, non, on est d'accord. Donc à la base, Every, c'était plein de mecs qui écrivaient tout seuls en ligne sur Substack. Et après, comme tu as dit, ils se sont dit pourquoi on rassemblerait pas toutes nos communautés, sachant qu'en fait, les lecteurs de chacune des newsletters en fait, s'entrecroisaient. Pourquoi on rassemblerait pas tout, on ferait pas un bundle pour créer un grand journal je sais pas, c'est pas vraiment la tech, hein, parce que dedans, en fait, t'as plusieurs sujets. T'as la stratégie d'un point de vue général. Donc, dans la vie, comment tu peux avoir une bonne stratégie. Tu as le leadership, tu as la culture, donc comment tu peux faire grandir une culture dans une boîte et comment la culture de l'autre monde avance. Tu as même un pan en productivité, donc tu as plusieurs personnes qui écrivent sur la productivité dans la vie perso et au travail. Euh, mais j'ai déjà lu des trucs isolés. Donc, par exemple, Nat Eliasson ou Eliasson. Eliasson, je ne sais plus. J'avais déjà lu des trucs à lui. Lee Jean, qui est spécialisée sur la creator economy. J'avais aussi Mhm. lu des trucs d'elle. Mais après, par contre, il y en a d'autres où je lis pas parce que c'est trop méta, c'est trop, quoi. Enfin, c'est-à-dire que C'est euh, difficilement ouais, digérable, quoi. c'est pas de la métaphysique, mais c'est très macro et moi, plus ça devient macro, plus j'ai du mal, quoi. Plus j'ai du mal. Mais c'est prédiction sur comment le leadership dans le monde avance. Mais c'est pas du LinkedIn bullshit, quoi. C'est vraiment, par contre, euh, c'est des gens qui parlent avec les top leaders de ce monde. Tu vois, si par exemple, tu as des mecs qui vont parler de leadership, bah, c'est des gens qui parlent avec les top leaders de ce monde. C'est pas Jojo, manager du 7-2, qui a été à une conférence sur le leadership il y a 2 ans et qui va te faire un article sur pourquoi le leadership interculturel en 2021, c'est super important, quoi. C'est pas ça, quoi. C'est quand même, on est dans la division 1, quoi. C'est du top top. Mais ouais, des fois, ça quand même, c'est chaud, quoi. C'est très métaphysique et j'arrive pas à suivre. Par contre, comme je te dis, celui de Nat et de Lee Jean, ça va, je suis. Parce qu'en plus, c'est des sujets qui m'intéressent. Nat, il est dans ce, dans ce, dans ce pan health, wealth and wise. Donc la santé, la richesse et la sagesse. Et c'est un peu ce qu'on peut retrouver aussi avec Naval. C'est des gens qui essaient de devenir la meilleure version de eux-mêmes dans tous les pans de leur vie. Et donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce contenu-là, quoi. Euh, mais voilà. Non, c'est ouais, c'est OK. Donc, Rect et Ils ont, Evry. Ouais. Ils ont 20 lecteurs. Et voilà, c'était juste pour donner 2 exemples de médias qui, selon moi, sont distribués et ownés par des gens qui ont quand même une mentalité très tech. Forcément, les sujets ne sont pas tous très tech, mais si tu regardes tous, Lee Jean, Nat Eliasson, etc., ils ont tous travaillé dans la tech, ils ont tous lancé des boîtes dans la tech.
même si c'était des boîtes de productivité, c'était quand même des tools. Enfin, tu vois, donc c'est des mecs Ouais, qui ont tous vécu dans la Silicon Valley, quoi, déjà, donc ça quasiment. aide, Ou quoi. bien alors à New Ça aide, York, ça aide. etc. Oh, c'est Donc voilà. énorme biais, mais ça aide. Ouais. Ça aide. Euh, ok, ok, ok. Bah, écoute, on a fait la parenthèse avec Balaji. Super cool. Moi, je vais continuer à suivre Balaji. Je vais essayer de faire des challenges. Je vais essayer d'appeler à des challenges. Euh, J'avais vu qu'on a une connaissance en commun qui a fait un challenge, un premier challenge et qui avait été retenu parmi les 1000 challengers et qui avait gagné un prix. Moi, je serais chaud pour faire un petit challenge. Donc, je crois que je vais essayer moi-même de faire un challenge. Et puis, je vais voir pourquoi on ne lancerait pas un challenge. Ce serait cool de lancer le challenge dessus. En tout cas, de demander d'appeler un challenge parce que ton challenge n'est pas de deux fils acceptés. Mais il faut apply pour. Moi, je voulais faire découvrir une boîte. Et allons dans le hyper concret là. Tu as une boîte que j'ai découvert récemment qui va rentrer en bourse. En tout cas, qui a file les documents pour rentrer en bourse, qui s'appelle WearFigs, donc W-E-A-R-F-I-G-S, F-I-G-S, donc Ok. W-E-A-R-F-I-G-S. Donc, c'est quoi cette boîte? C'est une boîte qui crée des fringues pour rendre les médecins et les infirmiers plus swag. Donc, c'est Elle une, va rentrer direct, en bourse? c'est une boîte direct au consumer qui crée des fringues stylées pour les médecins et les infirmiers. Cette boîte, en 2020, avait 1 300 000 clients. Ils ont une croissance annuelle de plus de 100% year over year. Ils font une marge brute de 72% sur la majorité de leurs produits, enfin supérieure à 70% sur la majorité de leurs produits. Ils ont fait au total 263 millions de dollars de revenus. Ils ont une rétention de port, c'est-à-dire que quelqu'un qui achète chez eux, 2 clients sur 3 qui achètent chez eux reviennent pour racheter d'autres produits chez eux. Et le revenu moyen par client, il est 200 dollars. Je t'invite à regarder leur Instagram. Leur Instagram, c'est WEARFIGS. Ils ont presque 600 000 abonnés sur Instagram. Et en fait, ils rendent la vie d'un médecin ou d'un infirmier stylée. Tu vas voir sur leur Instagram, tu as l'impression que c'est tous des mannequins. Et en fait, c'est que des infirmiers et des médecins qui sont sapés avec de la bonne fringue, de haute qualité, designés proprement. Ce pas des trucs trop grands pour eux. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des médecins ou des infirmiers dans votre entourage ou si vous avez déjà été dans des hôpitaux ou dans des cliniques. Souvent, ils ont des fringues qui font 3 fois leur taille, qui sont taillées comme des chiffons. Et là, c'est stylé, c'est de la bonne qualité, c'est bien taillé. C'est incroyable, genre, C'est génial. c'est ouf. Mais Euh, c'est ouf. Va voir vraiment leur Instagram, je sais pas si tu as le je suis temps d'aller dessus là. regarder, Ah mais non, je suis dessus. leur Instagram est trop sexy. Et cette boîte va rentrer en bourse, comme tu dis. Cette boîte va rentrer en bourse. Je trouve ça Mais, trop stylé. mais pourquoi il rentre en bourse? C'est quoi la logique? Euh, Un moment de liquidité pour faire ouais, entrer des... Ouais, je sais pas. possiblement, ils sont arrivés à un stade où peut-être ça fait sens pour eux de rentrer en bourse pour avoir une liquidité meilleure Il- liquidité, accepter de nouveaux types d'investisseurs. Voilà, tu vois, ils passent un cap, quoi. Ils passent un cap. Vas-y, tu allais me dire un Attends, truc. ouais, j'ai une question. Il y a l'équivalent ou pas en Europe? Alors, j'ai vu des boîtes qui vendent des fringues pour médecins, mais pas en Europe. Alors, évidemment que tu as des petites échoppes à la con en ligne où tu peux acheter des trucs. De temps en temps, tu as des trucs un peu stylés, mais il n'y a pas de mastodon en Europe de la fringue pour médecin, pour infirmier. T'as pas le mastodon, quoi. T'as pas le fixe, Génial. le fixe européen. Je sais même pas si fixe livre en Europe. Il faudrait voir. Ça me paraît très normal qu'il livre en Europe, mais ouais, il livre en Europe. Euh, Est-ce qu'ils ont du je marketing en Europe, regarde. hein? Parce que là, je regarde, il y a zéro trafic qui vient de l'Europe à part Non, je l'Angleterre un pense, je petit pense peu. que ça ne doit pas être un focus. Ça doit pas du tout. Je pense qu'aux États-Unis, d'ailleurs, ils sont focus sur les États-Unis. Le marché de l'infirmier et du médecin, il est en croissance permanente aux États-Unis. Mais Il y a un tweet que je vous enverrai, que je mettrai dans la bio, d'un mec qui est spécialisé dans le direct to consumer et qui du coup a creusé le sujet de Figs. Et du coup, ouais, la croissance des médecins, ils ont, voilà, c'est ça. Ta, 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 tam.
le healthcare, c'est 22% de croissance annuelle depuis 2011 aux États-Unis. Donc, en gros, tu as 22% de médecins et d'infirmiers en plus par an aux États-Unis, quoi. C'est un huge, huge, huge marché, quoi. Du coup, voilà, jamais j'aurais. Enfin, j'étais hyper étonné quand j'ai vu ça. Je me suis dit, putain, faire une marque de fringues pour médecins, pour infirmiers et faire autant de thunes, quoi. Plus de 200 millions de CA, quoi. C'est incroyable. Tu te dis, wow, c'est comme quoi on peut vraiment faire un direct au consumer pour tout et n'importe quoi. Enfin, là on y est vraiment, quoi. Mais voilà, genre, je voulais juste te parler de cette boîte. Et évidemment, si vous voulez vous lancer sur de la fringue pour ce type de métier, go, hein, go, 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 go. Ça peut être drôle, et même pour tous les autres métiers. Tu peux, enfin, il y a moyen vraiment de s'amuser. Et en plus, leur panoplie, si tu as été sur leur site, tu as vu qu'il y a quand même beaucoup de produits. Sachant quand même qu'ils ne vendent pas tous les produits, ne sont pas les produits phares. Je crois qu'il y a 3 produits phares. Je crois qu'il en parle dans le tweet. Il y a 3 produits phares, je crois, il en parle dans le tweet. Mais voilà. Voilà. Je savais que ça Team allait order te et plaire, tout, ce genre c'est trop de. malin, parce que du coup, tu peux faire des orders avec ta team. Ouais, non, mais Euh, c'est sûr. Tu peux vendre tout un truc à une clinique entière, tu peux la ressaper, quoi. Tu peux ressaper toute une clinique. C'est génial. Non, non, c'est génial. C'est trop bien. Et ça a tellement plus de sens que tu vois, il y a un code vestimentaire qui est très particulier. C'est comment encore la boîte CTF là, qui faisait des Kimono. pulls là. Kimono, oui. Tu Kimono. vois, et en Ouais. gros, tu pourrais faire un kimono du médecin, enfin de la profession médicale. Tu sais qu'il y a une grosse boîte dont il faut qu'on parle dans le médical, c'est les stéthoscopes. Tu vois, les Ouais. stéthoscopes des médecins. Tu as une boîte, j'avais vu ça il y a quelques années, qui est le leader en Europe sur le marché des stéthoscopes. Et c'est un bête type qui fait cette boîte-là. Ça fait des dizaines de millions par an. Ils vendent des stéthoscopes. Et genre, c'est le stéthoscope number one que les médecins ont d'habitude. Et c'est une marque En porte bien Allemagne. un nom. Je sais pas, je sais pas. Mais enfin, disclosure, moi j'ai plein de potes qui sont médecins. Et Ouais. du coup, tout ce genre d'idées, j'en ai déjà parlé avec quelques-uns d'entre eux. Et les vêtements, j'avoue que j'y avais jamais pensé, mais les stéthoscopes d'office, j'ai pensé. Les stéthoscopes moins chers pour étudiants, j'y ai pensé aussi, parce que c'est un putain de budget. Je pense que c'est genre. Bon, stéthoscope, je pense que c'est autour de 500 euros, mais je suis pas sûr. Donc Et c'est un il petit y a des budget quand même. stéthoscopes sur Sur AliExpress. Amazon. Ouais, sur Ouais, je sais, AliExpress sur sur Amazon. AliExpress, etc. Voilà, J'ai regardé, mais ils font pas confiance. De quoi ils font pas Je confiance de pense. quoi? Enfin, je pense qu'il y en avait même un qui avait commandé un sur AliExpress juste pour tester. Il m'a dit, ouais, il y a quand même une grosse différence. Mais le stéréoscope de référence qu'ils avaient, c'était un C'est truc pas à Litman? Littmann, exact. C'est C'est Litman, ça. hein? Ouais, ouais, Ouais. ouais, ouais, c'est Litman. Bah écoute, si tu veux, pour un prochain épisode, fais-nous une analyse Litman. Je serais curieux de savoir qui est cette boîte. Elle fait quoi, cette boîte? Qui l'a créée, combien de CA elle fait? Enfin, là, je Ok. regarde, il y a une trentaine d'employés chez Litman. Si c'est bien le bon Litman. Ouais, ouais, c'est ça. C'est vendre des stéthoscopes, trentaine d'employés, 6 millions de CA. Uniquement? Mais genre 6 millions de CA quoi, C'est annuel? une marque Enfin, 3M en fait. Ils ont été rachetés par 3M. Tu vois, c'est la marque ok, ouais, qui fait un peu, qui fait lunettes aussi. ok. Ouais, 3M Litman, effectivement, effectivement. Ils ont pas mal de compétiteurs, je vois. Putain, Litman, c'est vieux, il a été créé en 1967. Putain. Ok. Super Ok. découverte en tout cas. Franchement, c'est vraiment Ouais, bien, Wearfigs. ouais, ouais. Je Et l'ai directement envoyé à des potes, je vais voir ce qu'ils vont dire. S'ils ont déjà. Parce que je les vois, en fait, tu sais, un médecin, enfin, les médecins que je connais en tout cas, quand ils sortent de l'hôpital, ils ont la meilleure voiture, ils ont les meilleures fringues, tout est parfait dans leur vie, tu vois. Et à mon avis, ça les démange peut-être un petit peu d'être aussi parfait une fois quand ils sont toujours dans les hôpitaux. À creuser, à creuser, c'est très intéressant, bien joué, bien trouvé. cool. Vas-y, t'as un truc là? Ouais, alors moi j'ai regardé l'autre jour, je m'intéresse beaucoup à l'architecture et je lisais l'autre jour la biographie de Richard Neutras, un architecte qui a fait des maisons magnifiques. Je pense que c'est en Californie, un Américain. Et du coup, je me disais, tiens, le Richard Neutra d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il utilise comme tool, tu vois, et je me disais, merde, fais chier. Ça va être un truc trop pourri, tu vois, pour gérer les projets, pour gérer les clients, faire de la finance. Comment ça se passe aujourd'hui? Quelle est la stack de cette profession?
Et du coup, je me suis un peu renseigné et je suis retrouvé sur YouTube à regarder un type qui fait du contenu absolument génial. La chaîne, c'est 30 x 40, c'est 30 by 40, qui en fait fait du contenu pour les architectes. Et le gars, il donne toutes ses ressources, il explique tout son process pour gérer un client, etc. C'est vraiment de la qualité, qualité, qualité. Et il a une grosse audience, notamment en étudiants, etc. Et Il je a me dis, presque 1 million tiens, d'abonnés, quoi, quand même. Ok, ouais, ok. ouais, ouais. Et, et ce type-là, tu vois, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il utilise? Il doit sûrement en parler dans une de ses vidéos. Quel software il utilise? Alors, je tape 30 by 40 software, etc. Et je How me rends to compte, en use fait, Notion as an architect. exactement. Et du coup, je tombe sur cette vidéo où il explique comment il utilise Notion et il en a fait des packs. Il y a une partie du pack qui est à Ah, vendre. putain. Et en gros, c'est génial, hein, tu vois Ah non, c'est trop la bien. team il doit en chier, en tout cas, lui. Et des barres en or. Et je me dis, ouais, mais c'est peut-être pas suffisant. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et donc, je télécharge ces plans. Je me rends compte que c'est en fait tout simplement ces plans, c'est template Notion. Je me rends compte que c'est juste des templates d'organisation, que c'est un petit peu plus ou moins bon pour la verticale des architectes, mais sans plus, tu vois. Et en creusant, je suis tombé sur une boîte qui s'appelle monograph.io, qui vient d'être lancée il y a quelques années. Ils sont un peu moins de 25. Ils feraient plus de 1 million de dollars de chiffre d'affaires par an. Et à mon avis, c'est outdaté de les chiffres que j'ai par rapport aux chiffres d'affaires. Et en fait, qu'est-ce que c'est Monograph? C'est une suite de software pour la profession des architectes et designers. Et donc, en fait, tout ce qui est repris dans le Notion du type a été softwareisé, productisé vraiment dans un vrai produit fait de A à Z pour les architectes. Et je trouvais ça absolument Ouais, je beau. suis dessus là. Je suis dessus là. Et ils sont moins de 25. Le prix par abonnement, c'est 45 dollars par mois. Donc, c'est pas donné, hein. Si tu regardes un CRM pour un sales euh, basique type Pipedrive, je pense qu'on est à 19 ou 20 dollars par mois. Donc là, c'est très cher. Et à mon Et avis, tu payes par user en plus. ouais. Ouais. Et c'est même pas, il n'y a même pas de réduction. En tout cas, sur le système par mois, il n'y a même pas de réduction. Du coup, je pense qu'une firme d'architectes fait en moyenne, à mon avis, entre 5 et 10 personnes, sachant qu'il n'y a pas que les architectes qui doivent y avoir accès, ils doivent avoir un bon panier. Et donc voilà, je trouvais ça marrant. C'était juste une mention. Et Grave. la première chose que je me suis dit, putain, t'imagines s'ils arrivaient à se faire du référal avec l'architecte ou le faire rentrer au capital, tu vois, l'architecte qui est YouTuber, qui a 1 million de Il followers. doit certainement faire du marketing pour eux, non? Je J'ai sais pas pas, vu, j'ai pas cherché spécifiquement, mais en il tout a cas, dû j'ai faire des ads, cherché, je suppose, pour eux. je sais pas, je sais pas. J'ai pas regardé toutes ces vidéos, j'ai pas cherché spécifiquement après un partenariat qu'il y aurait pu y avoir entre eux, mais en tout cas, je me dis, tiens, ce serait obvious qu'un partenariat dans ce cas-là, ce serait une bonne idée. Et C'est lourd, là, donc, la chaîne YouTube de l'architecte. Là, je suis en train de passer ma souris sur les previews de chaque vidéo. C'est et lourd, hein. qualité, hein. Ouais, Et putain, qualité, c'est qualité vidéo, qualité de déco. Bon, en même temps, c'est un architecte, tu vas me dire. Mais qualité aussi. Tu vois, je vois pas exactement ce qu'il fait, mais là, par exemple, je vois, il est en train de designer et de faire une review d'un plan. C'est trop stylé, tu vois. Enfin, il te fait une caméra verticale, il te fait tout le truc. Enfin, ça a l'air lourd, quoi. Ça a l'air lourd. Ok, trop lourd. Et à un moment donné, j'ai voulu faire des études d'architecte. Quand c'est j'étais en vrai? philo et que j'ai switché en, Sciences Po. en Sciences Po, avant de drop Sciences Po, je m'étais dit, en gros, j'hésitais, je fais, OK, est-ce que je pars à Amsterdam apprendre la growth ou est-ce que je vais faire, est-ce que je vais être architecte, tu vois? Et à ce moment-là, j'avais un dream, c'était de créer ma propre maison en bois et en pierre au fin fond d'une forêt au Canada. Et je m'étais dit, putain, pour faire ma propre maison en bois et en pierre, il faut quand même que je sois balèze. Mais c'est moi qui veux la faire, donc il faut absolument que je devienne architecte. Et du coup, voilà, j'avais été assister à un cours d'architecte à l'université. Trop drôle. Et au final, pas du tout, j'ai pas du tout fait ça. Alors pourquoi j'ai pas fait ça? Parce qu'en fait, quand je voyais dans le train les étudiants architectes avec leurs maquettes gigantesques, et quand j'entendais leurs histoires, parce que je connaissais deux, trois, ils me disaient, ouais, j'ai pas dormi de la nuit. Ma maquette s'est cassée à 1 heure du mat, j'ai dû tout refaire. J'étais là en mode, oh là là là. Je ne me vois pas faire ça. Mais trop manuel pour moi, genre de bail. C'est trop délicat, il faut être trop délicat. Mais Et voilà.
moi, j'ai juste envie de dire, parce que du coup, je me rends compte que j'aurais dû parler beaucoup plus de 30 by 40, juste de parler de lui et finalement de monographe, on s'en fout. Ce qui est le cas pour moi, du coup, et pour toi aussi, je me rends compte maintenant que j'aurais dû parler de 30 by 40. Donc, je vais juste dire que le type, il surfe sur la tendance de la profession entrepreneuriale. Donc, en gros, tu prends une profession, que ce soit vétérinaire, médecin, architecte, je sais pas moi, peut-être même criminologue, j'en sais rien, mais quelque part, tu peux rajouter plus entrepreneur derrière, puisque c'est un petit peu le destin c'est un petit peu la grande tendance le grand destin de la plupart des professions, c'est de s'entrepreneurialiser, je sais pas C'est comment un on peu dit, des espèces, je sais pas si ça tombe sous le joug de des indépendants. Voilà, c'est ça, c'est profession Ouais, libérale. ouais. C'est un peu en Belgique, on appelle ça des indépendants, Mm. parce qu'en fait, ils sont solos, ils gèrent leur propre cabinet en général, et du coup, c'est un peu ce qu'on Sont appelle aussi confrontés des aux mêmes entrepreneurs, quoi. problématiques, sont confrontés aux mêmes Confrontés, problématiques ils que les doivent faire de entrepreneurs. l'acquisition client, ils doivent bien traiter leurs clients, faire du support client, délivrer un produit de qualité, essayer d'avoir de la rétention. Ah, il faut une boîte, quoi. Enfin, c'est des entrepreneurs, quoi. Et du coup, Donc, ouais. lui, il a créé des cours sur mesure pour tout ça. Donc là, c'est Architect Plus Entrepreneur Course, $700. Bien sûr, non, pas 700. Il fait vraiment la technique marketing classique, $687. Donc, tu vois, genre classique. Il vend des templates, il vend les templates Notion, il vend des templates sur AutoCAD, donc c'est un logiciel de design 2D, je pense, ou même peut-être 3D, mais je pense que c'est que 2D d'une maison. Il vend tout plein de trucs en fait, et il a une dizaine de cours qui vend entre 100 et $1000. Et je suis sûr qu'il fait un cash monstre avec cette histoire, même peut-être plus qu'avec son cabinet d'architecture. Mais attends, parce que je comprends pas. Là, je suis sur son cours à architecte plus entrepreneur course. C'est Mhm. quoi? C'est un cours sur l'architecture ou c'est un cours sur l'entrepreneuriat ou c'est un cours sur comment, en tant qu'architecte, devenir indépendant? Bah, je sais pas si tu as vu, mais il y a 5 modules. Il y a le comment faire un business model, comment créer sa brand, quelles sont les règles fondamentales d'un business, mettre en place un process, et puis ensuite, il donne tous les accès à des ressources, des tools et les bonnes routines à mettre en place pour bien gérer son cabinet. Donc, en gros, c'est En tant bah, qu'architecte, on est en d'accord. tant qu'architecte. Oui, Ok, oui, ok, ok, oui. ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Lourd, 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 lourd. Side hustle to solopreneur. En gros, il a pris vraiment tous les codes des hustlers, quoi. Et il l'a mis là-dedans, quoi. Ça, c'est lourd. Et C'est il en beau en remplit plus. dans Enfin, un contenu très, très beau. Ouais, franchement, tu ouais. vois, et là, tu te dis, ouais, ok, d'accord, je veux bien. Tu veux bien lui donner, quoi. Si c'est un besoin que tu as en tant Après, tu vois, Ah, mais dans ma c'est tête, les architectes, ils sont tous j'ai peut-être pas des bonnes références, tu vois, mais la plupart des architectes que je connais, ils crèvent la dalle ou ils ont du mal à boucler la fin de mois, quoi. vrai. Et donc, Je sais pas, je en tout connais cas, pas ce en métier. Europe, c'est comme ça, j'ai l'impression. Soit Ok. t'es une star, soit t'es un anon et tu es obligé, une fois sur deux, de faire une maison préfabriquée horrible juste pour faire rentrer les sous, quoi. Enfin, j'en sais Et je rien. suppose que dans ce métier-là, soit ils bossent dans des agences. Dans les agences, je suppose qu'ils sont pas trop mal payés, je suppose. Mais en Bien Indé, sûr. je sais pas, j'y connais strictement rien, donc je pourrais pas te dire, tu vois. Et moi, l'image de l'architecte que j'ai, c'est quand même la meuf ou le mec plutôt bien sapé, qui fait des allers-retours sur des chantiers, qui travaille tard le soir devant son bureau avec les grosses lampes et les feuilles, et qui gagne pas trop mal sa vie, mais qui cravache beaucoup, tu vois. Pour moi, c'est l'artiste qui a toujours voulu être artiste, Pragmatique. Ouais. ouais, mais pragmatique. Mais il a quand même cette âme d'artiste. En gros, il comprend pas trop le business, quoi. Mais il sait qu'il faut qu'il comprenne pour faire de l'argent, quoi. Mais je sais pas, C'est en tu ça vois, que c'est une les bonne clichés, cible. Ouais. c'est fou comme les clichés, tu vois, ça se met, on a des architectes parmi l'audience et des gens qui connaissent des architectes et on nous dit, ah non, mais les gars, vous êtes fous. Je pense qu'il n'y a plus beaucoup de papier, Oui, déjà. oui, 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 déjà, déjà. Déjà. Quoique, le mec qui fait ça sur papier, hein, tu vois Oui, mais il a ça, des c'est parce grandes que feuilles, là. comment on appelle ça? C'est de la délectation visuelle, tu vois. Tu vois, Ouais, ouais. enfin, je pense qu'il y a une partie peut-être brouillon qu'ils font sur le papier, mais là, le type, c'est juste vraiment, il surfe sur la vague. Mais il fait ça très, très bien. Donc, Ok. respect. T'avais un truc dont tu voulais me parler ou on a fait le tour? Non, 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 moi, j'ai pas d'autre chose. Je vais aller regarder quelques vidéos de ton architecte, voir s'il me donne goût à tout ça. Ah, Et, c'est sûr. et non, 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 bah, écoute, c'était cool. Je connaissais pas du tout. Médecin, architecte, on a fait quelques professions J'aimerais un bien peu faire Tu sais quoi, particulières. j'aimerais bien qu'on fasse une liste des professions libérales
Donc, il y a les avocats, il y a les médecins, il y a les architectes, Ouais. etc. Tu vois, les architectes, on n'y pense pas souvent, parce que moi, dans ma tête, c'est des gens qui sont un peu crève la dalle. Du coup, j'ai du mal à m'imaginer vendre un truc très cher à ces gens-là. Euh, mais j'aimerais bien aussi faire une liste des professions libérales protégées. Je ne sais pas si tu avais Ouais. déjà lu, il y a plusieurs articles qui sont sortis par rapport à cette grande mouvance-là, de faire des plateformes pour les professions libérales protégées. Typiquement, euh, on pourrait penser à greffier, on pourrait penser à criminologue pour la police. Tu vois, des gens qui ont des compétences particulières qui sont protégées par la loi et du coup qui les rendent très rares sur le marché. Et donc, du coup, peut-être qu'il y a moyen de les aider sur plein de choses, tu vois. Parce qu'il doit y avoir une demande, il doit y avoir un travail qui est très particulier. J'en sais rien, hein, je dis ça là, c'est de pure Ouais, improvisation. ouais, non, je vois. Et du coup, j'aimerais savoir, avoir une liste des professions protégées en Europe. Mm, Tu vois, mm, mm. typiquement, il me semble que j'avais entendu parler d'un truc comme ça aux States par rapport à. Je pense que c'était par rapport à un certain type d'infirmières qui étaient protégées parce qu'elles pouvaient exercer un certain type d'acte médical. Et du coup, il y avait un énorme besoin pour ces infirmières-là, pour les gens qui voulaient en finir avec leur vie. Du coup, il y avait une plateforme qui s'était mise entre les deux. Enfin, je me rappelle plus exactement de quoi il s'agit, mais c'est pour dire en fait que c'était des opportunités là. Donc Ah, voilà, mais c'est à sûrement des checker. opportunités et il n'y a certainement pas grand monde qui les attaque, enfin, qui va se placer sur ces opportunités-là, je suppose, tu vois. Après, quand tu rentres dans des trucs techniques, genre tu m'as parlé de criminologues, je suppose qu'ils ont leur propre outil interne, parce que ça doit être, c'est un job d'État. Et du coup, je suppose que c'est l'administration publique qui leur fournit des logiciels qui ont été fait faire par des agences externes qui sont agréées par l'État et Ralentir. qui ont dû certainement coûter beaucoup. Mais du coup, c'est chaud, je pense, de se placer là-dessus. Par contre, tu vois, on pourra en parler de ça. Dans ma, dans ma jeunesse, j'ai voulu faire détective et, et du coup, détective privé. Et du coup, bah, je me suis renseigné sur le métier de détective privé. J'avais été voir est-ce qu'il existait des études pardon, en Belgique. Il en existe. Pour être détective privé, il faut être listé sur une liste de détectives privés. Il faut avoir ton numéro, quoi, ton numéro public. Et pour l'avoir, du coup, il faut passer Les examens. il faut faire des études et il faut faire des examens. Il faut passer le cap, quoi. Il faut passer des examens. Et du coup, je me souviens qu'à l'époque, j'avais contacté détectives privés pour leur demander, écoute bien, est-ce que vous gagnez bien votre vie? J'avais contacté des agences et des indés détectives privés en Belgique. Je leur avais demandé s'ils gagnaient bien leur vie. Et alors, j'ai eu des réponses. What the fuck? Il y en a un, je me souviens, je crois que je t'en avais parlé de ça. Il m'avait répondu une fable. J'avais envoyé un mail à un type, quarantaine d'années, détective privé plutôt connu en Belgique apparemment, c'est le paradoxe. Et lui, c'était détective privé et il s'occupait principalement de problèmes de relations humaines entre personnes fortunées. Donc, tu es le patron d'une boîte du CAC 40, tu as ta femme qui te trompe. Euh, il faut absolument que tu prouves ça parce que le divorce va pouvoir te coûter plusieurs millions sur la table. Du coup, tu fais appel à ce type de détective privé-là, tu vois. Donc, c'est des gens qui sont très connectés dans le domaine de la haute finance et enfin, dans une certaine strate sociale, pas de la haute finance, mais certaines strates sociales et qui ont aussi des méthodes, une façon de se présenter qui est adaptée à cette strate sociale-là, en fait. C'est un mec qui va pouvoir passer dans un hôtel de luxe en train de manger à côté de la table de la femme qui est en train de tromper le patron du CAC 40 dans un hôtel où tu ne peux rentrer que en fait si tu as une certaine prestance et si tu connais un mec, machin truc. Tu vois. Genre, il était placé dans et je trouvais ça fascinant, ce type. Du coup, je l'avais contacté, j'avais demandé si détective privé, ça gagnait bien sa vie. Quoi. Et Il il t'avait m'avait répondu une répondu une fable. fable. Il m'a répondu une fable et la fable, c'était juste, j'ai oublié la fable, je pourrais peut-être même aller la rechercher dans mon historique d'email. Et la fable, grosso modo, elle expliquait que, enfin, j'ai oublié c'était quoi la fable, mais la morale de la fable, c'est on ne fait pas un métier pour l'argent, on fait un métier pour la passion du métier, quoi.
Bon, voilà. Et du coup, il m'avait dit, je vous laisse vous endormir Méditez sur là-dessus. sur ces belles paroles. Et donc, il avait mis un truc, quoi. What the fuck. Ça, et tu vois, Vous les avez eu des détectives privés, réponses par contre, non, j'ai concrètes, jamais eu genre de on réponse. gagne Non, autant? non, la plupart des gens, c'était en mode, on peut pas parler, on peut pas parler, on peut pas parler. Il y en a qui Hmm. répondaient pas. Puis j'ai l'autre qui m'envoyait une fable. Mais sinon, j'avais regardé publiquement, hein, et en gros, c'est des indés. Tu as les agences qui placent des détectives privés, et puis tu peux être détective indépendant. C'est comme un architecte. Soit tu es payé par une agence qui trouve des clients à ta place et toi, tu es envoyé sur des missions, soit tu es indé. Et indé, ça peut très bien gagner. Ça peut très bien gagner, on se comprend, mais encore une fois, c'est des métiers très particuliers parce qu'en fait, ça dépend du type de clientèle que tu prends. Et c'est des métiers très liés à dans quel milieu tu évolues. Tu vois, je t'ai donné un exemple avec les hommes d'affaires très connus. Là, tu évolues dans un certain milieu qui fait que tu ne vas pas trouver 1 million de clients. Par contre, le referral marche très bien parce que dès que tu as je sais pas moi, dès que tu as un patron du groupe de Monoprix qui t'a recruté, qui t'a payé 400 balles de l'heure, et si ça se passe bien, il va certainement te recommander à son pote qui vient d'avoir Mhm. exactement la même couille avec sa femme. Tu vois. Donc, il y a un vrai referral de qualité qui se fait. C'est un cercle très fermé. Les tickets sont très hauts. Par contre, tu peux aussi évoluer dans des milieux où, moi, je voyais, il y avait des détectives privés qui facturaient 100 euros de l'heure, tu vois. 100 euros de l'heure, c'est pas incroyable pour ce qu'ils font. Alors, c'est ça, en fait, qui est intéressant, parce que fait un détective privé? C'est ça la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que tu fous? En fait, tu te rends compte que il y a eu un shift en plus ces dernières années sur le domaine du détective privé. Après, je ne suis pas un spécialiste et on pourra même se renseigner, peut-être même inviter un détective privé sur le podcast. Mais en gros, tu as la filature. En fait, il y a renseignement sur la personne en ligne. Donc, essayer de trouver des informations sur la personne concrètement. Donc, aller voir les réseaux sociaux de la personne, le trouver sur LinkedIn, essayer de les ajouter sur les réseaux avec des faux comptes pour avoir des informations parce que le compte Facebook est privé. Tu as ce genre de choses. Ensuite, tu as la filature, proprement parler. Donc, rester dans la voiture avec l'appareil photo. C'est un vrai truc, ça. Et voilà, et recueillir un maximum de preuves pour le dossier. Évidemment, tout ça est encadré. Tu peux aller voir, moi en Belgique, j'avais été regarder, il y a des règles, il y a des choses que tu ne peux pas faire, il y a des choses que tu peux faire. La vie privée, c'est un vrai sujet dans le domaine des détectives. Ils sont toujours borderline, enfin, ils doivent toujours respecter la ligne rouge. Et la ligne rouge, elle n'est pas facile. Et c'était ça, j'avais regardé des témoignages de détectives privés sur des forums, et tu te rendais compte que la ligne rouge, elle est pas toujours facile. C'est pas un métier où des fois, tu sais que tu as la preuve, mais tu ne peux pas l'utiliser au tribunal. Et du coup, bah, tu es baisé, quoi. Et du coup, bah voilà. Par contre, c'est beaucoup d'heures en voiture, beaucoup d'heures sur Internet à fouiller. Et voilà, quoi. C'est un peu. Et en fait, ce que je voulais dire par là, c'est que du coup, en détective privé, si tu factures à l'heure, ce que font la plupart des détectives privés, en fait, tu fais beaucoup d'heures. Donc, tu ne factures pas énormément. Moi, j'avais vu la moyenne, c'était entre 70 et 100 euros de l'heure, ce qui n'est pas énorme non plus, je trouve, personnellement. Mais par contre, tu fais des heures et des heures et des heures, quoi. Tu fais Hmm. des dizaines d'heures, c'est pas des centaines d'heures sur certains dossiers. Mais c'est parce que tu vas passer 5 heures dans une voiture à attendre que quelqu'un sorte de chez lui, quoi. Et ça, c'est long, quoi. Et du coup, c'est trop drôle parce que tu avais, après, on va arrêter, mais tu avais sur des forums, tu avais des détectives privés anonymes qui discutaient entre eux et ils se partageaient entre eux les trucs qu'ils faisaient pendant les filatures quand ils avaient rien à foutre dans la voiture. C'est n'importe quoi, tu vois. Et il racontait, oui, l'autre jour, j'ai passé 3 heures à faire ça, et genre, des fois, il trollait un peu publiquement. Enfin, sur le forum, ils n'avaient pas du troll parce qu'ils avaient passé 3 heures à jouer à un jeu vidéo dans une voiture et des trucs comme ça. Enfin, c'était n'importe quoi. Mais c'est un vrai milieu, quoi. Et du coup, tout ça pour dire quoi? Parce que ça fait une demi-heure, genre, de détective privé, pour dire qu'il y a certainement des choses aussi à développer pour ce genre de profession, quoi. Mais, euh, mais voilà. Donc, ouais, si tu veux, on pourra faire une liste des professions libérales et essayer de voir c'est quoi les opportunités business pour elles. Voilà, voilà. Je te laisse là. Euh, Ne pas oublier, Ne pas oublier, lâcher un like sur YouTube, partager évidemment, lâcher un commentaire sur YouTube. N'hésitez pas à nous envoyer des messages privés sur les réseaux sociaux, sur nos Twitter et nos Instagram principalement, si vous avez envie de parler avec nous et si vous avez des idées de business ou si vous êtes vous-même en train de monter un business un peu intéressant et vous pensez qu'on pourrait en parler sur le podcast.
ou si vous avez un membre de votre famille ou un ami qui monte un business intéressant, et on pourra en parler sur le podcast. Et ensuite, c'est laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et un commentaire, si possible. Voilà, voilà. C'est tout. Merci pour Je te cette laisse. précision. À la prochaine. Ciao, À la semaine ciao. pro. Ciao, ciao. Ouais. À la semaine Ciao, pro. ciao.